Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 9 août 2026 et je suis là pour parler de ce qui se passe en Asie occidentale, essentiellement du conflit entre l'Iran et les États-Unis et de ce qui s'est passé au cours des dernières 24 et 48 heures. C'est important. Et la chose la plus importante qui se soit produite, c'est le nouveau pacte militaire entre le Pakistan, la Turquie et l'Arabie saoudite, ou entre la Turquie et l'Arabie saoudite. C'est extrêmement important. Beaucoup en parlent, tout en minimisant l'importance de ce qui s'est passé. Moi, je pense que c'est très significatif, parce qu'après tout, on voit une sorte d'entente commencer à se développer dans la région. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que jusqu'à présent, avec la guerre en Asie occidentale, les pays arrivent à un certain point, essentiellement les pays du CCG, et le plus important est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, si l'on considère tous ces pays du CCG ou les musulmans sunnites, est au cœur de ce concept. Si l'Arabie saoudite décide de faire quelque chose, cela signifie, à mon avis, que les autres pays vont suivre. Il sera question du Qatar, il sera question des Émirats arabes unis. C'est un peu différent. Ils essayent de s'opposer à l'Arabie saoudite dans de nombreux domaines. Au Soudan, au Yémen, en Somalie. Ils essayent de s'opposer à l'Arabie saoudite et à ses politiques. Mais au final, les musulmans sunnites sont majoritairement influencés par l'Arabie saoudite et par les politiques menées en Arabie saoudite. Permettez-moi d'afficher la carte pour comprendre l'importance de ce qui s'est passé. Ici, vous voyez la carte de la région, ce que nous appelons l'Asie de l'Ouest. Et ici, vous voyez le Pakistan avec l'Arabie saoudite et la Turquie qui se rapprochent. Et ces trois pays sont tellement importants pour la région. On voit à quel point la région cherche à se redéfinir. Je vais vous montrer autre chose. Ces trois pays se sont réunis, non pas à Riyad, la capitale de l'Arabie saoudite. C'était quelque part ici. Qu'est-ce que ça signifie? C'était à la Mecque. La Mecque est, je dirais, la ville la plus importante pour les musulmans. Parce que tous ces musulmans y vont, à la Mecque, au moins une fois dans leur vie. Et c'est là toute son importance. Cela montre son importance pour tous les musulmans du monde entier. Et quand ils décident d'aller de Riyad à la Mecque, cela veut dire quelque chose. Cela concerne tous les musulmans. Et il y a une sorte de compréhension. Pourquoi? Qui est la cible de ce pacte militaire? C'est le Yémen, ici. Parce que le Yémen a récemment, comme vous le savez, commencé à attaquer l'Arabie saoudite dans cette région. Jazan. La raffinerie de Jazan a été attaquée par le Yémen, par des Yéménites, par les Houthis au Yémen, et quelques 400 000 barils par jour ont d'une manière ou d'une autre disparu des exportations de l'Arabie saoudite. Donc ils ont de l'influence. Au moins temporairement. Ils ne vont pas pouvoir expédier ces 400 000 barils par jour. L'autre point important, c'est que les cibles étaient ici, à Jazan, et l'autre était ici. Attendez, dans cette région, je vais juste ici, près de Bahreïn. C'est tout petit ici. Vous voyez ce petit point? C'est Bahreïn. Et près de Bahreïn, vous voyez que l'autre raffinerie, celle d'Abqaiq, est là. Et elle a été ciblée. Donc le Yémen a ciblé deux endroits, l'un près du Yémen et l'autre près de Bahreïn. Ce sont deux éléments importants du projet Aramco. Vous savez, en quelque sorte, des raffineries de pétrole, des installations pétrolières de l'Arabie saoudite. C'est très important pour l'exportation de pétrole. Parce que l'Arabie saoudite, pendant la guerre entre les États-Unis et l'Iran, avec la fermeture du détroit d'Ormuz ici, a pu utiliser la mer Rouge pour se sortir du problème. Et le problème était ici. Ils utilisaient la mer Rouge au-dessus d'Al-Mandab, ici en bas, dans cette direction. Ils passaient par là et exportaient leur pétrole. Aujourd'hui, leur seule solution, c'est d'utiliser le canal de Suez. Le canal de Suez est ici. Vous voyez, ils doivent venir jusqu'ici, puis entrer en mer Méditerranée. Ils doivent passer par le canal de Suez, qui a ses propres limites.
C'est très difficile de faire sortir de nombreux barils par la mer Rouge et en passant par le canal de Suez. Ce sont les difficultés auxquelles ils font face. Et si on ajoute à cela les attaques ici, ainsi que les attaques à Abqaiq et à Jazan, le tout montre à quel point l'attaque yéménite contre l'Arabie saoudite a eu un impact jusqu'à présent. Donc, la question principale concernant ce nouveau pacte militaire, c'était « Vont-ils s'en prendre au Yémen? Vont-ils se préparer? Est-ce que le Pakistan va attaquer ou aider l'Arabie saoudite à attaquer au Yémen? Est-ce que cela va venir de Turquie, de tous ensemble? Moi, je comprends que rien de tout cela ne se produit ou ne va se produire. Parce que la nuit dernière, il y a encore eu une nouvelle attaque dans cette zone, une attaque yéménite dans cette zone. Et vous ne voyez aucune réponse de ce nouveau pacte militaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelle est donc cette entente qui est en train de se dessiner? Deux points importants. Le Pakistan, ici, et la Turquie, là, sont tous deux voisins de l'Iran, l'un au nord-ouest, l'autre au sud-est de l'Iran. Et ces deux pays, en tant que voisins de l'Iran, connaissent l'importance de la région, de sa sécurité. Nous en parlions. Depuis le début de la guerre, l'Iran a commencé à attaquer. Les Iraniens ont attaqué toutes ces bases, de l'Irak à l'Arabie saoudite, au Qatar, à Bahreïn, jusqu'aux Émirats arabes unis et à Oman. Même Oman a été visé. Toute la région s'est donc retrouvée, d'une certaine manière, sous le feu des attaques iraniennes, des missiles et des drones iraniens. Beaucoup de gens se demandaient donc quelle serait la prochaine étape. Je pense qu'elle est en train de se produire pendant que nous parlons. Il ne s'agit pas de dire que l'Iran lance cela. Cela fait partie de ce que fait l'Iran. Sont deux mouvements spatiaux. Vous savez, quand on regarde l'Arabie saoudite, après tout, après de nombreuses années à essayer de comprendre cela, vous savez, ils pensaient que les bases américaines dans leur pays, en Arabie saoudite, ici en Irak et dans tous ces pays, allaient les aider si quelque chose arrivait, par exemple avec l'Iran. Et c'est arrivé. Quelle a été la réponse? Est-ce que les États-Unis les ont aidés? Ça ne s'est pas produit. Ils doivent donc trouver une sorte d'alternative. Quelle pourrait être cette alternative? Est-ce que ce sera la confrontation, comme ce qui se passe en ce moment? Parce que l'Arabie saoudite, avant ce pacte militaire ou de défense avec le Pakistan et la Turquie, n'a tout simplement rien fait. Elle est restée très silencieuse pendant la guerre. Elle avait des sortes de communication avec l'Iran, en leur disant en coulisses, « Nous ne faisons pas partie de ça. Oh, nous ne voulons pas en faire partie. » Cette guerre ne va pas nous être bénéfique, donc nous n'allons rien faire contre vous. Mais d'un autre côté, nous savons que les États-Unis ont utilisé tous ces territoires, tous situés dans l'ouest de l'Iran et près du Golfe Persique. Toutes ces zones ont été utilisées lors des attaques contre l'Iran. Alors quand ils ont commencé à attaquer le Yémen, l'Arabie saoudite, vous vous souvenez que l'Arabie saoudite a commencé à attaquer le Yémen parce qu'il y avait un avion iranien qui se rendait à Sanaa, ici. Et en gros, ces Yéménites étaient venus pour les funérailles du défunt guide suprême de l'Iran. Ils étaient allés en Iran pour les funérailles. Certains étaient malades ou avaient des problèmes, et ils y sont allés après y être restés 2 semaines, si je ne me trompe pas. Ils étaient là en Iran pendant 2 ou 3 semaines, puis ils sont revenus. Sur le chemin du retour, quand l'avion iranien a essayé d'atterrir ici, à l'aéroport international de Sanaa, on a vu les avions de chasse saoudiens venir ici et frapper la piste de l'aéroport international de Sanaa. Donc tout le conflit a commencé avec l'attaque saoudienne contre le Yémen. Ensuite, le Yémen a commencé à attaquer l'Arabie saoudite. C'est ça, le conflit. Ils pensaient qu'ils ne voulaient pas perdre le siège du Yémen. Et tout ça a commencé bien avant ce dont nous parlons, il y a 12 ans. Pendant 12 ans, l'Arabie saoudite, avec les Émirats arabes unis et les États-Unis,
a attaqué le Yémen. And the United States, they attacked Yemen. They have their proxies in Yemen. Ils ont essayé. Ils ont leur relais au Yémen. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite avaient leur relais au Yémen, avec les États-Unis, la CIA, tous ces agents, je dirais même le Mossad. Ils ont essayé de provoquer une sorte de division au Yémen, une sorte de guerre civile. Cela fait partie de la stratégie. Quand il s'agit du Liban, par exemple, on voit aujourd'hui une sorte de division au Liban, de la même manière. C'est cette politique-là. Provoquer la guerre civile, diviser le pays et payer une partie du pays pour qu'elle attaque l'autre, comme cela se produit aujourd'hui, comme je l'ai dit. Des Yéménites se battent entre eux, les Yéménites pro-saoudiens, qui sont payés par l'Arabie saoudite, et ils essayent de combattre les Houthis. Mais les Houthis sont tellement, ces gars-là sont tellement durs, et ils ne vont pas reculer. Ils n'ont pas reculé pendant les attaques américaines. Tous ensemble, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les États-Unis, ils ont essayé de les contraindre à une forme de capitulation, mais ils n'y sont pas parvenus. Et vous vous souvenez qu'en 2025, les États-Unis, sous l'administration Trump, après l'échec de Joe Biden et de son administration, ont dit que cette fois-ci, ce serait différent. Alors, en 2025, ils sont venus ici, en mer Rouge, avec des porte-avions. Ils ont essayé de contraindre les Yéménites. Ça n'a pas marché. Alors comment pouvez-vous imaginer que les États-Unis, avec l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, n'aient pas pu y parvenir, malgré la puissance dont disposent les États-Unis en mer? Et comment imaginer que le Pakistan et la Turquie puissent croire, d'une manière ou d'une autre, qu'ils vont forcer les Yéménites à capituler? Ce n'était pas le plan. Le plan, c'était avant tout de savoir comment résoudre le problème pour l'Arabie saoudite. La Turquie et le Pakistan se rapprochent pour instaurer une forme de dialogue dans la région. Ce dialogue est en cours pendant que nous parlons. C'est pour cela que vous voyez qu'ils ont forcé le gouvernement ou la résistance en Irak à discuter avec eux. Ils parlent avec les Iraniens parce qu'ils ne veulent pas de nouvelles attaques contre l'Arabie saoudite. Tout tournait autour de l'Irak. Il ne s'agissait pas du Yémen, parce que la question irakienne est venue plus tard. Comme vous vous en souvenez, les États-Unis, avec l'Arabie saoudite, ont attaqué l'Irak. Ils ont attaqué les Hashd al-Shaabi, les forces de mobilisation populaire qui font partie de l'armée irakienne. Ils ont affirmé que les dernières attaques de drones avaient été menées par la résistance en Irak. Ce que ces forces en Irak ont démenti, mais ils n'y ont pas prêté attention. Ils ont dit qu'ils avaient ignoré cela, et ils ont attaqué l'Irak. Voilà donc le chaos qui a été créé. Et l'Arabie saoudite se retrouve, d'une certaine manière, au milieu d'un chaos qui s'étend. Elle ne peut pas gérer ça. Elle ne peut pas y survivre. C'est pourquoi la Turquie et le Pakistan essayent de l'aider, sur le plan politique, pas militaire, je dirais. Ce pacte militaire n'a rien à voir avec une quelconque attaque contre le Yémen. Ils ne vont pas le faire. Et même dans le cas de l'Iran, supposons qu'ils se regroupent pour répondre à une attaque iranienne. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen qu'un conflit militaire, quel qu'il soit, éclate entre la Turquie et l'Iran. C'est très bien compris à Téhéran comme à Ankara. Ces deux pays ne se battent jamais l'un contre l'autre. Et le Pakistan, c'est pareil. Ils ont quelques problèmes. L'Iran a certains problèmes ici, dans cette province du Sistan et Baloutchistan. Ce sont des Balouches, qui sont pour la plupart infiltrés par la CIA et des agents étrangers. Et généralement, quand ils se livrent à une forme de manipulation, ils viennent dans cette région, payent les gens et provoquent, vous savez, le chaos. Ils essayent de créer le chaos à l'intérieur de l'Iran. Et c'est tout près de la frontière pakistanaise, ici. Et vous voyez, d'une certaine manière, ces dernières années, si vous y prêtez attention, on a vu des attaques iraniennes dans certaines zones à l'intérieur du Pakistan, y compris avec des missiles et des drones.
surtout des drones en fait. Parce que ces groupes qu'ils appellent terroristes, essayent, vous savez, d'influencer la sécurité de la région ici. Et peut-être de commettre une forme de sabotage, saboter les voies ferrées ou bombarder certaines zones, des infrastructures civiles, ce genre de choses. Mais il y a ce conflit ici, à cette frontière entre l'Iran et le Pakistan. Cela dit, les deux pays comprennent parfaitement que le Pakistan ne les soutient pas. L'Iran ne les soutient pas non plus. Pakistan is not supporting them, Iran is not supporting them, then they try to put pressure on these people here. Ils essaient ensuite de faire pression sur ces populations, ici, pour les contrôler, pour les maintenir sous contrôle. Et l'autre point, comme nous l'avons appris pendant la guerre, c'est cette zone, ici dans le nord de l'Irak, puis l'Iran, et en allant vers la Turquie. Cette zone est occupée par le peuple kurde, ainsi que cette autre zone. Ce sont les principaux relais qui peuvent être utilisés, ou les forces au sol qui peuvent être utilisées, contre l'Iran. Et dans cette zone-ci, vous avez 3 provinces, l'Ilam, le Kermanshah et le Kurdistan. Et plus au nord, vous voyez l'Azerbaïdjan occidental et l'Azerbaïdjan oriental. Il y a aussi des Kurdes dans cette région. Donc, l'ensemble, je le répète, ici ce sont les Baloutches, près de la frontière avec le Pakistan. Le problème, actuellement, pour le gouvernement iranien, c'est que depuis le début de la guerre, on n'a vu aucune attaque sérieuse dans cette zone, ni aucune opération spéciale dans cette zone. Cela signifie qu'ils ont la situation sous contrôle. Cette zone ne les préoccupe pas tant que ça. Depuis le début de la guerre, l'attention principale était concentrée ici, dans cette zone. Et l'autre point, c'était cette région, le Khouzistan. Comme vous vous en souvenez, ces 2 dernières semaines, les États-Unis ont utilisé des HIMARS pour attaquer cette province. Ahvaz a été attaqué à plusieurs reprises. Ils ont frappé plusieurs zones de cette ville, ainsi que d'autres villes de cette province. Et la population de cette zone est composée d'Arabes iraniens, et il y a plusieurs ethnies dans cette région. Mais en gros, il y a les Arabes iraniens et les autres Iraniens. Il y a les Lors, les Bakhtiaris et vous savez les autres ethnies, les Behbahani, les Desfouli. Toutes ces ethnies vivent dans cette région. Et elles ressentent toutes la même chose d'ailleurs. On les appelle, enfin, tous ceux qui connaissent l'Iran voient de quoi je parle. Mais au final, le problème pour Israël, je dirais, pas pour les États-Unis, c'est que cette région, qui leur était autrefois utile et qu'ils pouvaient manipuler, ne l'est plus. Pourquoi? À cause de ce qui s'est passé ici en Palestine et en Israël ces 4 dernières années. Parce que ces Arabes iraniens, ces Iraniens arabes d'ici, sont tellement liés. Ils sont musulmans chiites. Vous savez, la majorité des Iraniens sont musulmans chiites. Tout autour de l'Iran, la majorité est musulmane chiite. Et ces gens sont très liés à la culture en Irak. Ensuite, nous connaissons le lien entre l'Irak et le Koweït. Le Koweït faisait partie de l'Irak. Il n'y a pas si longtemps, le Koweït faisait partie de l'Irak, avant d'en être séparé. Et puis on voit les liens culturels entre ces régions. Quand on voit ce qui s'est passé à Gaza, ce qui, à mon avis, est très important à comprendre, toute la région a été redéfinie par la guerre à Gaza. Cela veut dire que tous ces gens, les Arabes iraniens, les Irakiens et les musulmans chiites, sont davantage unifiés à cause de ce qui s'est passé en Palestine, parce qu'ils ont vu que les seuls pays qui soutiennent la Palestine sont le Yémen et l'Iran, ensemble. Et puis, depuis le Liban, ici. Vous voyez le Liban. Laissez-moi l'afficher ici. Vous voyez 3 zones importantes. Le Liban, l'Iran et le Yémen, avec la résistance irakienne, avec l'Irak, qui soutiennent le peuple palestinien. C'est la raison principale. Cela unifie toute la région. Cela signifie qu'il n'y a plus moyen de manipuler la province du Khouzestan. Elle a été manipulée pendant la guerre Iran-Irak. Il y avait ici, dans cette zone, des Iraniens arabes qui aidaient l'armée irakienne, ou tentaient de trahir les Iraniens. Ils n'étaient pas très nombreux,
mais c'était important à l'époque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, ils n'ont plus ce qui se passe en ce moment. Les Iraniens arabes ne font plus partie de l'équation. Les Baloutches sont sous contrôle. Et les Kurdes ici sont en quelque sorte isolés. Ils ne vont pas être autant connectés. They're not going to be connected that much. If something happens in this area here, Si quelque chose se passe dans cette zone, ici, qui couvre une grande partie de la Turquie, cela signifie que le peuple kurde se rassemble. Il pourrait aussi utiliser ces gens ici. Quand je parle de la région, je ne parle pas de la majorité de la population. Je parle de ces groupes qui peuvent être utilisés contre le gouvernement iranien, ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le problème pour nous, pour beaucoup d'entre nous qui pourraient penser que la Turquie va peut-être aider l'Arabie saoudite, c'est que cela n'arrivera pas. C'est pour cela que lorsque les États-Unis ont décidé d'utiliser ces Kurdes ici pour attaquer l'Iran, pour envahir l'Iran, pour mener une sorte d'incursion, la Turquie a dit non. Parce que cette immense zone ici, vous voyez le peuple kurde dans cette zone. Si quelque chose se passe ici, cela s'étend aussi à la Turquie. It means that it goes to Turkey as well. Then the security of Turkey would be under some sort of problem. Alors la sécurité de la Turquie serait d'une manière ou d'une autre menacée. Ils ne veulent aucune forme de chaos dans cette région. C'est toute la complexité de ce qui se passe. Et le Pakistan ne veut pas non plus de chaos ici. Donc, la Turquie et l'Iran ont des intérêts communs, malgré tous ces liens culturels, toutes ces relations anciennes entre les deux nations. Même entre l'Iran et le Pakistan, on voit des liens immenses et profonds entre le peuple pakistanais et le peuple iranien. Vous savez, rien que pour le préciser, il faut comprendre que l'hymne national du Pakistan est en persan. Il n'est pas en ourdou. C'est pour cela qu'il faut comprendre à quel point ces pays sont liés, traditionnellement et culturellement. Et ce lien remonte à très loin, à des milliers d'années. C'est pourquoi je ne vois aucun problème du côté de l'Iran. Vous voyez, hier, le ministre iranien des Affaires étrangères est intervenu en disant « Tous ces mouvements de la part du Pakistan, de l'Arabie saoudite et de la Turquie, nous les accueillerons favorablement. Nous n'avons aucun problème avec cela. » La réaction de Téhéran a été totalement positive. Il y a bien certaines personnes en Iran, certains parlementaires qui réagissent. Mais je parle de la politique officielle de Téhéran. Cela veut dire qu'ils comprennent que tout ce qui se passe dans la région et qui unifie la région est extrêmement important. L'autre point, c'est ce qu'a déclaré hier le ministre pakistanais de la Défense. Il a dit que le problème, c'est que nous essayons de réunir tous ces pays musulmans et qu'il voit le problème ici, Israël. Le problème, tout ça, imaginez simplement ce qui se passe. Pourquoi toute cette guerre, cette idée même de guerre dans cette région? Si on remonte des années et des années en arrière pour comprendre, il y avait une sorte de division entre chiites et sunnites. Je dirais que tout cela a été créé par les politiques de l'Empire britannique, parce que cette région n'était pas comme ça. L'Arabie saoudite, le Koweït, l'Irak, le Qatar, tout séparé. Tout cela a été défini par l'Empire britannique. Une partie de leur programme consistait à savoir comment contrôler la région. Et cette région prend de l'importance, parce que nous savons qu'aujourd'hui, par le détroit d'Ormuz, au moins 20% du pétrole, du gaz, de l'hélium et j'en passe, de nombreuses choses transitent par ce détroit. Voilà l'importance du détroit d'Ormuz. Donc, si vous contrôlez, au lieu de contrôler la région comme c'était le cas auparavant, vous avez une sorte de territoire unifié. Ce serait considérable sur le plan militaire, territorial et économique. Ce serait un immense pays avec une immense économie. L'armée serait plus puissante. Ils ont divisé la région en petits pays et vous ne voyez pas d'armée significative en Arabie saoudite, en Jordanie. L'Irak, sous Saddam Hussein, était puissant quand il recevait le soutien des États-Unis, des Européens. Pendant 8 ans, vous savez, ils ont combattu les Iraniens.
8 ans. Ils avaient donc une armée importante, soutenue par l'Occident, par la machine militaire occidentale, et ils attaquaient l'Iran. À cette époque-là, au moment des attaques, l'Iran sortait tout juste de la révolution des années 1980. L'Iran était dans une situation extrêmement fragile à cette époque, parce que le pays était détruit. Le régime du Shah avait été renversé. Et là, on voit la République islamique arriver au pouvoir et tenter de tout redéfinir à l'intérieur du pays. C'était très difficile d'ailleurs. Ils ont dû se battre de nouveau dès les premiers jours. Ces régions étaient cruciales, même au tout début de la révolution en Iran, parce que ces populations voulaient se séparer de l'Iran. Pas seulement les Kurdes. Il y avait aussi les Turcs, ici, un mélange de Turcs et de Kurdes. Donc après la séparation de l'Azerbaïdjan allait d'une certaine manière se joindre à eux. On allait créer ici un nouvel État appelé l'Azerbaïdjan. Il s'agissait donc de se séparer, de créer une sorte de chaos. Cette partie revient aux Kurdes. Cette autre partie revient aux Azéris. Et là, le plan était de démanteler l'Irak, d'attaquer l'Iran, parce qu'ils voulaient envahir cette partie de l'Iran qu'est le Khouzestan. Le Khouzestan est la province la plus importante d'Iran en matière de production pétrolière. Plus de 80% du pétrole iranien, je dirais, provient de cette région. Donc, si l'Irak avait pu s'emparer de cette zone et la séparer de sa population, les Arabes iraniens qui y vivent seraient, vous savez. Le gouvernement irakien disait qu'ils allaient revenir chez eux, que ce n'était pas une partie de l'Iran, que cela allait faire partie de l'Irak. On voit donc tout cela se produire dans les premiers temps de la Révolution, dans les années 1980. Et puis, après la guerre Iran-Irak, on voit l'Iran se redéfinir, se reconstruire, en changeant d'idéologie et en modifiant sa stratégie militaire. Parce que sous le Shah, en Iran, avant les années 80, la puissance iranienne reposait essentiellement sur les avions de chasse et les troupes au sol, avec l'armée de l'air iranienne. L'Iran avait aussi une petite marine, mais elle était, disons, assez insignifiante. En revanche, l'armée de l'air, très liée aux États-Unis et à l'armée de l'air américaine, était très puissante. Elle contrôlait la région, toute la région. Mais après la Révolution, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la guerre Iran-Irak, ils ont vu que ces avions de chasse n'étaient pas capables de mener une guerre au sol. Ils pouvaient aller bombarder certaines villes, certaines zones, mais ça ne comptait pas tant que ça lorsqu'il s'agissait des territoires et des forces terrestres, si l'Irak essayait de faire quelque chose. Et c'était très difficile pour eux. Ils n'avaient pas de missiles, ils n'avaient pas... Alors, pendant ces années-là, ils ont décidé de produire des missiles. Et plus tard, ils ont appris à en fabriquer, vous savez. Toute la stratégie de l'Iran, y compris pour la marine, reposait là-dessus. L'Iran n'a pas une marine aussi importante que celle des États-Unis. Les États-Unis sont gigantesques sur le plan naval, mais ils ont créé ce qu'ils appellent une flotte de moustiques. En quelque sorte, une flotte de moustiques. Ils ont ces petits bateaux, ces vedettes rapides, qui sont très capables de contrôler, parce que la stratégie iranienne a toujours été de se défendre, pas d'attaquer d'autres pays. Même ici, dans le golfe Persique. Donc ici, Bahreïn, ce petit point-là, c'est Bahreïn. Bahreïn faisait partie de l'Iran sous le Shah. Et le Shah d'Iran, ils ont finalement décidé, vous savez, d'y renoncer. Ils ont décidé de, vous savez, laisser partir Bahreïn sans l'Iran. Ils ont dit que ce serait différent, parce qu'il y avait beaucoup de pression extérieure, des États-Unis, d'autres pays. Et finalement, le gouvernement, le Shah d'Iran, a décidé de laisser partir Bahreïn. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien de ce genre. L'Iran ne parle plus de Bahreïn. Mais si la guerre continue, cela pourrait changer toute la région, à mon avis. Le Koweït n'est pas si puissant que ça. Il est possible que l'Irak fasse quelque chose au Koweït,
ou que l'Iran vienne à Bahreïn. Iraq doing something in Kuwait or Iran coming to Bahrain. They have been doing some operations. Ils mènent des opérations ici, dans le nord de l'Irak, parce que cette partie du pays n'est pas totalement sous le contrôle du gouvernement irakien. Il existe une certaine communication avec le gouvernement irakien, mais ils se gouvernent eux-mêmes, un peu comme un État aux États-Unis. Et même davantage, ici dans cette région, les Kurdes ont plus de pouvoir. Donc l'Iran doit régler directement ses problèmes avec les Kurdes, en leur parlant, en communiquant avec eux, plutôt que de passer par le gouvernement irakien, parce que celui-ci n'a pas beaucoup de levier dans cette région. Ce sont les difficultés auxquelles l'Iran est confronté depuis très longtemps. Donc, pour revenir à ce qui se passe en ce moment, à mon avis, est-ce qu'il va être difficile de réunir tous ces pays? Est-ce que ça va se faire? Peut-être que la prochaine étape, ce serait le Koweït, Bahreïn, le Qatar, tous réunis dans ce pacte de défense. Et la question a été posée, vous savez, par un journaliste hier. Il a demandé au ministre turc des Affaires étrangères, et l'Iran? Quelle est votre position sur l'Iran et sur ce pacte militaire que vous avez avec l'Arabie saoudite et le Pakistan? Il a répondu, quand l'Iran aura réglé ses propres problèmes dans la région, lorsqu'il contribuera à des politiques régionales constructives et entrera dans un cadre collectif, son rôle sera nécessaire. C'est Fidan, le ministre turc des Affaires étrangères. Nous disons toujours ceci, les Iraniens ne découvrent pas ce sujet. Et on peut parler d'une architecture de sécurité régionale sans que l'Iran y participe activement. Mais à mon avis, l'Iran a facilité ou a déclenché ce processus, cette architecture de sécurité. Vous savez, ce mouvement n'aurait jamais pu voir le jour avant le début de cette guerre. Jamais. Il était impossible d'avoir un pacte militaire entre l'Arabie saoudite, la Turquie et le Pakistan, dont la cible principale est l'agenda israélien, l'agenda du Grand Israël. Qu'est-ce que l'agenda du Grand Israël? Voici le Nil. Voici le Nil. Cette ligne ici, c'est le Nil. L'agenda israélien dit du Nil à l'Euphrate ici. Cette ligne ici en Irak. Cela veut dire que toute cette zone, une partie de l'Arabie saoudite, tout cela va être occupé par les Israéliens au fil du temps. Le Grand Israël, en gros, c'est la zone entre ces deux lignes, l'Euphrate et cette zone-ci. Cela veut dire que le Liban, la Syrie ici, une partie du Liban, et en descendant, peut-être toute la Jordanie, une partie de l'Égypte ici, tout cela va faire partie du Grand Israël, du concept de Grand Israël. Nous savons que la Turquie s'en préoccupe. Erdogan, avec tous les problèmes qu'il a, nous le savons, et il parle, mais ne fait rien. Mais enfin, regardez ses discours récents et la manière dont il parle d'Israël. Tout tourne autour de ça. Il mentionne Israël à de multiples reprises, le Grand Israël. Le problème, c'est le Grand Israël et le comportement d'Israël dans cette région. C'est ce qui se joue dans cette affaire. Je pense que c'est la principale préoccupation de l'Arabie saoudite. Ils ne le disent pas, parce qu'ils savent que les États-Unis n'apprécieraient pas ce concept s'il venait de l'Arabie saoudite. Le Pakistan le sait à propos du Grand Israël. Et la Turquie sait que ces temps-ci, le problème en Syrie, c'est la Syrie elle-même. Vous savez, après la présence de l'Iran en Syrie et celle de la Russie, ces deux pays étaient très actifs en Syrie avant la chute de Bachar el-Assad. Et quand la guerre, après la chute de Bachar el-Assad, on a vu Bachar el-Assad partir en Russie et l'Iran retirer ses forces de Syrie avec l'aide de l'armée de l'air russe. En gros, les forces russes ont aidé les Iraniens à rentrer chez eux. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'une partie de la Syrie, le sud de la Syrie, est occupée par Israël. Et Israël occupe le sud du Liban, la Syrie et la Cisjordanie. En gros, vous savez, toute la Cisjordanie est occupée par Israël, ainsi que Gaza.
nous savons que Donald Trump a présenté ce document en 15 points qui prévoit d'une certaine manière le désarmement du Hamas et qu'Israël doit se retirer de Gaza. Et Benjamin Netanyahou, il y a quelques instants, nous avons appris que Benjamin Netanyahou a déclaré « Nous n'allons pas nous soucier de ce dont Donald Trump ou qui que ce soit parle, ce document en 15 points. Ça ne signifie rien pour nous. Nous allons agir selon notre propre agenda. Ce ne seront pas les États-Unis, ni qui que ce soit d'autre, qui nous diront quoi faire ou qui redéfiniront cela pour nous. » Donc, ils ne vont pas quitter Gaza. Il a dit, la question ne concernait pas les armes lourdes, parce qu'une partie de ce plan en 15 points prévoit le retrait des armes lourdes de Gaza. Et puis vous savez, l'idée, c'est que le Hamas soit redéfini, rebaptisé force de sécurité à Gaza, et qu'il contribue en quelque sorte à ramener un peu de bon sens dans la situation à Gaza. Mais Israël n'accepte pas cela. Ils ne veulent aucune arme, qu'elle soit légère, moyenne ou lourde. Benjamin Netanyahou l'a dit. Cela signifie que si vous n'avez pas ces armes, comment pouvez-vous contrôler plus de 2 millions de personnes? Enfin, pas plus de 2 millions, bien sûr. Il y en a moins de 2 millions aujourd'hui. Mais pour la sécurité de la région, il faut avoir des forces armées sur place. Mais Benjamin Netanyahou dit « pas d'armes, rien du tout sur place ». En gros, ils essaient de désarmer le Hamas, puis de tout faciliter, y aller et tout prendre à Gaza sans rencontrer la moindre difficulté ni le moindre obstacle. Cela veut dire que ce qu'ils n'ont pas pu obtenir pendant la guerre à Gaza, après avoir tout détruit, ils essaient de l'obtenir par les négociations. Moi, je comprends qu'ils n'y arriveront pas. Et cela dépend des États-Unis. Veulent-ils continuer avec ce document en 15 points ou non? Mais si Israël n'est pas d'accord, cela veut dire que ça n'arrivera pas. Peu importe ce dont parle Donald Trump. L'autre point, pour Israël, c'est le Liban. Hier, nous avons eu le Conseil suprême de sécurité nationale iranien. Leur déclaration est sortie hier. Ils y disent vouloir mettre fin à la guerre au Yémen, ici en Irak, à ce qui se passe en Irak, ainsi qu'au Liban et en Palestine, le tout ensemble. Ce ne sera pas seulement entre l'Iran et les États-Unis. Ce sera une sorte d'accord global entre les deux parties. La première ligne, encore une fois, était axée sur tous les fronts. Ensuite, il parle des sanctions contre l'Iran, des avoirs iraniens gelés qui seraient libérés par les États-Unis. Ils ne vont pas rouvrir ce détroit d'Ormuz. Et nous savons qu'aujourd'hui, le Wall Street Journal a rapporté que Donald Trump se prépare. Dès que ce détroit sera entièrement rouvert, il va se retirer de cette guerre. Il va déclarer victoire et quitter la région. Mais ça ne va pas se produire de sitôt. Alors la question est la suivante. Quelle serait la prochaine étape pour Donald Trump? Quelle est la prochaine stratégie? Qu'est-ce qu'il reste qu'ils n'ont pas encore vécu ou qu'ils n'ont pas encore essayé? Ils ont tout fait. Ils ont attaqué cette zone ici. Ils ont attaqué toutes ces zones dans le sud de l'Iran. Pendant ces 40 jours, ils ont aussi attaqué plusieurs zones ici, à Téhéran. Il y a eu des attaques ici, dans la ville de Yazd. La ville de Yazd ici a également été attaquée. Certaines zones d'Ispahan ont été attaquées. Ce n'était pas si important dans ces deux villes. Ispahan était plus importante parce que si vous vous en souvenez, ils ont mené une opération au sol ici, à Ispahan. Et cette opération au sol a échoué. Et encore une fois, leur seule option, compte tenu des nouveaux reportages de CNN sur les systèmes de défense aérienne, les intercepteurs et les capacités offensives, les missiles Tomahawk, les attaques MS, les PRSM, c'est qu'il manque aussi de tous ces missiles. C'est pour ça que vous avez vu le général Keane hier. Il s'entretenait avec certains responsables aux États-Unis, sous l'autorité, vous savez, du secrétaire à la Défense.
Je ne sais pas s'il a parlé avec le secrétaire à la Défense lui-même, mais il a discuté avec beaucoup de responsables, beaucoup de généraux. Et il leur disait qu'il fallait trouver une sorte de porte de sortie, parce qu'ils ne vont pas remporter ici une quelconque victoire stratégique à mesure que la guerre se poursuit. Ils peuvent frapper, tactiquement, ils peuvent toucher certaines cibles ici, comme ils l'ont fait auparavant. Mais ça ne changera rien. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé d'isoler la ville de Bandar Abbas ici. Ça n'a pas marché. Chabahar ici a été attaqué à plusieurs reprises. Et ici a été attaqué. Ici, Assalouye a été attaqué. Le problème pour les États-Unis, c'est que le système de défense aérienne iranien s'est considérablement amélioré depuis le début de la guerre, grâce à l'expérience, grâce à l'intégration de tous ces systèmes entre eux. En ce moment même, pendant que nous parlons, ils communiquent les uns avec les autres. Ce qui, semble-t-il, n'était pas le cas au début de cette guerre. Avec le temps, ils ont appris à tout intégrer dans un seul système capable de communiquer. C'est pourquoi, pour la première fois, par exemple ici, à la centrale nucléaire d'Assalouye, on voit que des missiles Tomahawk ont été interceptés par la défense aérienne iranienne. S'ils peuvent toucher les missiles Tomahawk, cela veut dire qu'ils peuvent facilement toucher les avions de chasse. C'est extrêmement important. Cela signifie que si les États-Unis décident d'intervenir depuis l'Irak, depuis ici, s'ils entrent dans l'espace aérien iranien, ils seront touchés par les systèmes de défense aérienne iraniens. Et pour un système de défense aérienne, la cible la plus facile serait un avion de chasse. Les systèmes de défense aérienne sont assez impressionnants pour abattre ces avions de chasse. Alors, quelles sont les options? Quelles sont les options sur la table pour Donald Trump? À mon avis, la seule. Si pour commencer, on suppose qu'il se concentre surtout sur l'ouverture du détroit d'Ormuz, vont-ils se rendre sur ces îles proches du détroit d'Ormuz? Vont-ils aller ici, sur l'île de Karg? Chaque fois que vous voyez le général Keith Kellogg parler de l'île de Karg, ce petit point ici, qui est loin du détroit d'Ormuz, à 600 ou 700 kilomètres du détroit d'Ormuz, est-ce que ça va les aider? À mon avis, rappelez-vous la région de Koursk. Lors de cette incursion dans la région de Koursk en Russie, les unités d'élite de l'armée ukrainienne, parce que s'ils essaient de faire ça ici, dans cette zone, ils vont y engager leurs forces d'élite, leurs forces spéciales, comme ils l'ont fait à Ispahan. C'était les Delta Force qui y sont allés. Ils sont tellement entraînés. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu, vous voyez ces images de C-130 en feu et détruits, c'était parce qu'ils avaient atterri, et que d'une manière ou d'une autre, vous savez, la zone est remplie de sable. Et d'une manière ou d'une autre, ils ont été détruits. Ils étaient bloqués dans le sable, ils ne pouvaient pas se relever, ensuite ils ne pouvaient pas décoller. Encore une fois, c'est pour ça que les États-Unis ont détruit beaucoup d'installations là-bas. Donc pour revenir ici, dans cette région, et à l'île de Karg, si vous vous souvenez de la région de l'incursion en Russie, ils ont lancé ça, et ils ont essayé de capturer la région parce qu'elle était si importante sur le plan stratégique. S'ils pouvaient capturer cette zone, aux yeux, je dis stratégique, parce que c'était aux yeux de ceux qui ont planifié ce genre d'incursion, ils ne pouvaient rien faire. Toutes ces forces ukrainiennes, 25 000, si je ne me trompe pas, des forces ukrainiennes, ont été massacrées dans la région de Koursk. Ils ont tué des civils d'ailleurs, dans la région de Koursk. They killed civilians, by the way, in the Kursk region. But they couldn't fight. They couldn't fight Russian forces. Mais ils ne pouvaient pas se battre. Ils ne pouvaient pas vraiment affronter les forces russes. Alors en gros, ils se sont eux-mêmes piégés dans la région de Koursk et ils y ont été massacrés. Des forces d'élite ukrainiennes ont été tuées. Imaginez simplement que les États-Unis fassent la même chose ici.
Ce n'est même pas une partie du territoire. C'est une île, ici. Et comme c'est une île, ça veut dire qu'il faut y déployer ses forces. Et l'Iran a tout ce qu'il faut. Toutes ces provinces et ces villes, chacune d'entre elles a au moins 4 ou 5 villes souterraines. Ils ont une énorme capacité pour détruire tout ce qui arrive ici, sur l'île de Kark. Cela signifie que, vous savez, si Donald Trump décide de faire ça, ce sera un désastre total, à mon avis. S'ils essaient de faire quelque chose ici, ce sera pareil. Rien ne changera. Ce sera une île avec des forces terrestres qui combattront. L'Iran domine cette zone depuis chaque partie de son territoire. Ils peuvent frapper leurs cibles depuis le nord de l'Iran, depuis l'est, depuis l'ouest. De tous les côtés du pays, ils peuvent frapper les forces américaines si elles essaient de débarquer dans cette zone. Donc l'alternative, c'était ici, avec les Kurdes, d'essayer de commencer, de créer un corridor, d'aller vers Téhéran et de tenter quelque chose à Téhéran au lieu de faire quelque chose ici. Car l'Iran a détruit toutes les capacités ici. Comme vous le voyez, les États-Unis parlent de retirer de cette région le système de défense aérienne, les systèmes Patriot. Ils ne vont pas revenir. Et même le gouvernement irakien, quand on le voit dire « Nous voulons que les États-Unis et toutes ces forces qui ont occupé l'Irak pendant si longtemps quittent l'Irak d'ici au 30 septembre. » Cela veut donc dire que si le Premier ministre irakien, qui est très lié aux États-Unis et entretient de bonnes relations avec Donald Trump, on a vu ce qui s'est passé lors de sa visite à Washington, quand il s'est entretenu avec Donald Trump. Parle ainsi, c'est bien la raison pour laquelle nous devons comprendre que l'Iran a tout détruit ici, neutralisé, châtré cette région. C'est pour ça qu'ils veulent partir. Mais ils disent que le gouvernement irakien nous demande simplement de partir. C'est pour ça que vous voyez que l'Iran a réglé le problème ici. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème dans cette région, parce que ces gens, ces séparatistes, ces gens qui défendent cette cause, ils sont là. Je parle du retrait des forces américaines, des armes américaines. Mais il y aurait toujours le problème avec ces gens. Parce que vous savez, ce conflit dure depuis des années et des décennies. Ce n'est pas seulement en Iran, c'est aussi en Turquie, en Syrie. Ils ont ces gens-là ici. En plus de ça, les États-Unis étaient très liés au peuple kurde ici. Ils sont très liés au peuple kurde ici. Et je dirais que même en Turquie, ils ont ce genre de communication avec ces séparatistes. Et le Mossad en fait aussi partie. Voilà donc la prochaine option pour Donald Trump. La dernière option, ou la plus extrême je dirais, c'est l'utilisation d'armes nucléaires. Donc si les États-Unis commencent à attaquer l'Iran, s'ils le font, quelle serait la réaction de l'Iran? L'Iran a les capacités de détruire Israël. Et ils n'ont pas besoin de tant d'uranium que ça. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'armes nucléaires, de beaucoup de bombes nucléaires, pour détruire tout Israël. Ils peuvent frapper Israël. Vous savez, vous vous souvenez que l'Iran, dans les derniers jours de la guerre de 12 jours, a frappé de nombreuses cibles ici, en Israël, y compris Dimona, qui est la zone la plus importante d'Israël. Cela signifie que l'Iran l'a montré. C'était un signal aux États-Unis. Si vous décidez d'utiliser des bombes nucléaires, nous en avons les capacités. Et si cela arrive, à mon avis, l'Iran va produire des armes nucléaires. L'Iran a la capacité de produire des bombes nucléaires depuis plus de 16 ans. C'est pas nouveau. C'est pas quelque chose de difficile pour eux. Non. Ils en ont la capacité. Ils ont décidé de ne pas en produire. C'est pourquoi beaucoup de gens se demandent pourquoi l'Iran enrichit-il de l'uranium à 60%? Pourquoi? Parce que l'Iran voulait montrer que si l'Occident essayait de faire ça. Regardez ce qui se passe en ce moment. L'attaque américano-israélienne contre l'Iran.
Ils avaient compris que cela allait arriver. Tôt ou tard, les États-Unis allaient les attaquer. Les États-Unis ont une armée gigantesque, la plus puissante sur Terre, avec Israël, ses superpuissances nucléaires. Et je dirais qu'Israël est aussi une superpuissance nucléaire, parce qu'ils ont beaucoup d'armes nucléaires. 700 armes nucléaires en Israël également. Donc, l'Iran réfléchissait à tous ces scénarios depuis très longtemps. C'est pour ça qu'ils appellent ça un seuil, en quelque sorte. Des technologies à capacité nucléaire. Ils les ont à portée de main. Ils savent qu'ils décident de produire ces missiles. Ils pourront les produire en 1 ou 2 semaines. Ils vont produire ces missiles et frapper Israël. Et ce serait la fin. L'Iran ne va pas être détruit. Israël, c'est une toute petite zone là. Et ils ne vont pas. Les États-Unis iraient-ils jusqu'à bombarder l'Iran avec des armes nucléaires? Je ne le crois pas. Parce que ce serait... Nous savons que ce serait dévastateur, que cela détruirait et tuerait énormément de gens en Iran. Mais ce serait la fin pour Israël. Ce serait littéralement la fin d'Israël. Et les États-Unis, d'après ce que je comprends, les États-Unis et Washington, le blob, l'establishment, comprennent parfaitement que s'ils font ça, ils vont faire face à d'énormes répercussions ou à des représailles de la part de l'Iran. C'est ça le problème. Et pour revenir à aujourd'hui, si la question est que l'Égypte va rejoindre la Jordanie? Et la Jordanie, alors? Israël va rester avec les Émirats arabes unis et la Jordanie parce qu'ils sont tellement sous la coupe des États-Unis. Mais le problème pour ces deux pays, c'est que s'ils ne rejoignent pas le pacte de défense, à mon avis, il leur sera impossible de se défendre. Parce que ces deux pays sont tout proches. Les Émirats arabes unis sont tout près de l'Iran. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent aux Émirats arabes unis. Et les Émirats n'ont aucune capacité. La Jordanie non plus. Elle n'en a pas tellement. C'est pour ça que vous voyez le CENTCOM se rendre en Israël aujourd'hui. Vous ne voyez pas le CENTCOM, la 5e flotte, à Bahreïn, ici, sur ce petit point qui était pourtant si important. Beaucoup de gens pensaient que, s'il se passait quelque chose ici entre l'Iran et les États-Unis, la 5e flotte serait l'un des leviers les plus importants des États-Unis dans la guerre. Mais l'Iran a détruit toute la base. En attaquant toutes ces bases américaines, l'Iran a redéfini la région. Ça n'arrivera pas. L'Iran ne les laissera plus retourner sur ces bases. Il contrôle le détroit d'Ormuz. Cela signifie qu'aucun navire militaire ne pourra y entrer. Cela signifie que si les États-Unis décident d'amener davantage de radars ici, est-ce qu'ils vont vraiment? Vous savez pourquoi installer de nouveau ces radars si l'Iran peut les détruire à l'aide de ces drones? Ils ne coûtent pas si cher. Et l'Iran peut en utiliser beaucoup pour détruire tous ces radars à plusieurs millions de dollars dans la région. Donc cela redéfinit la situation. Cela veut littéralement dire que l'Iran a redéfini la région. C'est pour ça que vous voyez, de cette redéfinition va émerger le pacte entre le Pakistan, l'Arabie saoudite et la Turquie. Selon ce que je comprends, avec le temps, le problème va être résolu d'une certaine manière. Il ne sera pas du tout résolu, à 100%. Il ne sera pas résolu. Mais ils vont poursuivre ce conflit. Et l'Iran va contrôler le détroit d'Ormuz. Il parle de... Je ne sais pas si vous avez entendu Scott Bessent parler de pipelines souterrains qui seraient utilisés, vous savez, pour réduire d'une manière ou d'une autre les problèmes liés au détroit d'Ormuz. Il a dit, au cours des 2 prochaines années, nous allons construire des pipelines souterrains pour résoudre la question du détroit d'Ormuz. Ce sont ces gens-là qui... Ce type n'a aucune compréhension de quoi que ce soit. À mon avis, il ne connaît rien au génie civil.
Parce que si vous voulez faire ça, ce type, d'une certaine manière, c'est impossible. Quiconque connaît quoi que ce soit à la reconstruction, à la construction, se demande comment ça va-t-il être protégé contre les missiles et les drones iraniens? À quelle profondeur vont-ils aller? Et combien de temps ça va-t-il prendre? Est-ce que ce sera bénéfique pour ces pays-là? D'une certaine manière, à mon avis, ils essaient de réduire la pression. L'administration Trump essaie de redéfinir toute la question, qui est de savoir comment rouvrir le détroit d'Ormuz. Donc, nous n'avons pas besoin de rouvrir le détroit d'Ormuz. La marine est détruite. The Navy is destroyed, the Army is destroyed, the Air Force is destroyed, but we're not capable. L'armée est détruite. L'armée de l'air est détruite. Mais nous ne sommes pas capables de rouvrir le détroit d'Ormuz. Que pouvons-nous faire d'autre? Nous avons de nouveaux oléoducs ici. Les Émirats arabes unis ont de nouveaux oléoducs. Et nous allons, d'une manière ou d'une autre, redéfinir la question pour y répondre, pour résoudre la question, le problème. C'est ce qu'ils essaient de faire. Est-ce que cela va les aider? Je ne le pense pas. Le détroit d'Ormuz sera et restera le principal point d'étranglement dans cette région et dans le monde. Ils ne vont pas changer la réalité du détroit d'Ormuz. Mais je pense que ce qui est important, c'est que l'Iran ne va pas, les Iraniens ne vont pas, vous savez, essayer de dominer la région grâce au détroit d'Ormuz. Trying to dominate the region because of the Strait of Hormuz. My understanding in Iran has. À mon sens, l'Iran a fait cela en raison du rapprochement entre l'Arabie saoudite et la Turquie. C'est le résultat de ce que l'Iran a fait dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas que tous ces pays se sont soudainement dit « Que se passe-t-il? Faisons ça ». Non, c'est une redéfinition de la région et de la manière dont l'Iran aborde la question des États-Unis et de l'agenda israélien dans la région. J'espère avoir essayé de l'expliquer, comme je comprends cette question, et j'espère que vous comprenez, que vous en arrivez à comprendre que ce n'est pas un problème unique et simple à appréhender. Il comporte de multiples dimensions. Tous ces pays ont leurs propres objectifs. Mais le fait qu'ils se réunissent et mettent ces différences de côté est le résultat de ce qui s'est passé pendant la guerre entre l'Iran et les États-Unis. Je pense que l'architecture de sécurité de la région est en cours de construction et qu'elle va s'améliorer de plus en plus avec le temps. Et c'est la nouvelle définition de la région sans Israël. C'est le point le plus important. L'Iran a dit « Nous voulons la région, nous voulons une architecture de sécurité sans Israël. Israël n'en fera pas partie, et personne ne veut y inclure Israël, parce qu'Israël est le problème. C'est pour cela que ces gens se réunissent, ces pays se réunissent. Oui. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, c'est toujours un grand plaisir. Thank you so much for being with me today. Great pleasure, as always.